Et si vous pouviez voyager dans l'univers? Traverser des distances intergalactiques, en un instant, vers des planètes inouïes, que même l'imagination ne peut créer. Mais attention, ouvrir des portes autorise le passage d'un côté, comme de l'autre. Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui un film de 1994, appelé Stargate, la porte des étoiles. Et si les pyramides étaient vraiment une création, venue d'une autre galaxie? J'espère que vous apprécierez. Notre film commence il y a des milliers d'années, à l'aube de l'espèce humaine, une tribu ayant à peine découvert le feu est réveillée durant la nuit par une lumière aveuglante. Venu du ciel, un immense vaisseau spatial apparaît au-dessus d'eux. Paniqués face à ce soleil en pleine nuit, tous les villageois fuient. Tous, sauf un. L'un d'eux, fasciné par la lumière, s'approche sans peur, avant de disparaître à jamais. 8000 ans plus tard, on se retrouve désormais à Gizeh, en Égypte, dans les années 20, au pied des pyramides. Des fouilles archéologiques dirigées par le professeur Langford sont en cours. Il a fait une découverte historique. Avec lui, sa fille Catherine. Pendant que son père travaille, la jeune fille fouille les marchés d'objets locaux. Une babiole capte son attention. Un collier en or avec au centre un œil unique. L'œil de rat. Un engouement de foule se fait alors entendre. Ils ont déterré quelque chose. Quelque chose d'immense. Du sol un énorme anneau métallique, vieux de millions d'années. À son sommet, une tête de chacal. 70 ans plus tard dans un congrès sur l'égyptologie, une vieille dame assiste à la présentation du docteur Daniel Jackson, notre premier protagoniste. Devant une foule incrédule composée de ses pairs, il tente de prouver tant bien que mal ses théories. Selon ses recherches, les pyramides ne seraient pas des créations humaines, mais l'œuvre d'entités aliens à la Terre, sous les rires de la salle qui se vide petit à petit. Une seule personne semble très intéressée par ses dires. À la fin de la conférence, alors qu'une fois de plus il s'est couvert de ridicule, sous une forte pluie un homme vient l'aborder. C'est le lieutenant Kowalski de l'US Air Force, l'armée de l'air et de l'espace des États-Unis. Il l'invite à le suivre à une limousine. À l'intérieur, la vieille dame de la conférence. C'est Catherine Langford. La petite fille qui suivait son père dans ses recherches a grandi et est devenue une femme puissante et influente. Elle souhaite lui proposer un travail, que seul lui et quelqu'un de son expertise sur l'Égypte et le décryptage des hiéroglyphes et des langages très anciens peut accomplir, mais ne lui donne aucun détail. Daniel, pris de court par cette situation de prime abord, refuse. Catherine souligne alors qu'il a été expulsé de son appartement, et que toutes ses subventions ont expiré. Tout ce qu'il possède désormais sont ses 2 sacs. En plus d'un travail, elle lui promet de lui donner l'opportunité unique de prouver que ses théories sont correctes, et lui tend un billet d'avion. À l'autre bout du pays, dans une banlieue, des soldats vont chercher notre second protagoniste. Dans une maison familiale en plein deuil, ils sont accueillis par Madame O'Neill. Ils viennent pour son mari. Froidement, elle leur indique la chambre de leur fils. Ils y trouvent un homme brisé qui regarde dans le vide. Une arme à la main. Ils sont en face de l'autrefois très décoré, colonel Jack O'Neill. Son fils est mort en jouant avec son arme, une tragédie dont le stoïque soldat ne s'est jamais remis. Dans cette dépression, il lui annonce qu'il est rappelé au service. On se retrouve plus tard dans une base secrète et souterraine, hautement gardée du Colorado. Daniel Jackson est guidé sous la surveillance de Kowalski. Il y rencontre une équipe de scientifiques, eux aussi experts dans les langues anciennes, le docteur Meyers et le docteur Shore. Il l'amène à un laboratoire où une immense relique en terre domine la pièce. Il y retrouve Catherine qui lui explique l'histoire de cet objet. C'est ce qu'ils ont découvert en 1928, durant les fouilles de son père. Cette découverte a été cachée au monde entier. Dessus des hiéroglyphes extrêmement anciens, et au centre une stèle. Daniel est complètement subjugué. Il reconnaît des symboles, mais certains sont complètement inconnus. Sur un tableau est affichée une traduction précédente. Il corrige immédiatement les erreurs. La phrase qui en résultait. À 1 million d'années dans le ciel se trouve Ra, le dieu du soleil. Scellé, et enseveli pour toujours dans sa porte des étoiles. Il impressionne toute l'assemblée et interroge sur ce magnifique artefact inconnu de tous et sur son âge. Ils sont interrompus par l'arrivée du colonel O'Neill, en uniforme, qui lui dit qu'il a plus de 10 000 ans. Ce qui est impossible, cela voudrait supposer que ce serait antérieur à la civilisation égyptienne elle-même. O'Neill arrête les interrogations de Jackson,
trop pertinente, et met le projet sous le label « Secret Défense ». Jackson demandait ce que couvrait cette dalle circulaire. 2 semaines plus tard, Daniel travaille encore à la traduction des tablettes retrouvées durant la fouille, mais il n'a toujours pas trouvé de langue ou de sens correspondant au symbole. Ayant besoin d'une pause, il sort prendre un café et passe un garde lisant un journal. Une chose attire son attention. Sur la couverture, un article sur la constellation d'Orion. L'image l'inspire tout d'un coup, il s'empare du journal et retourne en courant à son bureau. Avec un marqueur, il relie les étoiles de la constellation entre elles, puis grimpe à l'échelle pour comparer son dessin à l'un des glyphes. Ils correspondent. Peu après, une grande réunion avec les chefs d'armée est organisée en présence des scientifiques et des officiers par Daniel. Le général West est dubitatif d'une avancée. En 2 ans, ils n'ont pas pu avancer d'un iota, et Daniel dit avoir réussi en moins de 2 semaines. Il déploie une carte du ciel et explique que les symboles des tablettes qu'ils n'ont pas pu traduire ne représentent pas des mots, mais des constellations. Organisés dans un ordre unique, ils forment une carte avec 7 points indiquant une destination. Dans un espace tridimensionnel, il faut 6 points pour déterminer un emplacement exact, et le 7e, lui, est le point d'origine, qu'il illustre avec un dessin de 2 humains agenouillés à côté d'un symbole en forme de pyramide. Le symbole de la Terre. Quelqu'un laisse échapper que ce symbole n'apparaît pas sur l'appareil, et lorsque Daniel leur demande de quoi il parle, un mur se lève pour révéler ce qui a été réellement découvert en Égypte, la porte des étoiles. Un immense cercle parfait, fait d'un minerai inexistant sur Terre, et d'une technologie inconnue capable de générer de nulle part une très grande source d'énergie. Il est emmené dans une salle de contrôle. Sous leur direction, ils font tourner les chevrons du cerceau de la porte sur ceux de la tablette. À chaque arrêt, la porte verrouille un chevron. Un écran montre en gros plan les glyphes des constellations. Ils ne sont jamais allés aussi loin que 6. Daniel les arrête sur l'un d'eux, une pyramide surmontée d'un cercle. Il dessine 2 petits bonshommes à côté, prouvant sa théorie. Ils annoncent alors avoir trouvé le 7e symbole. Ils entrent la combinaison des 6 chevrons et finissent avec le 7e de Daniel, ce qui déclenche l'alerte rouge. Tout le personnel est évacué. Le sol tremble, les moniteurs deviennent fous, la Terre est marquée comme point d'origine. La porte s'ouvre dans un fracas. Un vortex surgit. Le passage à travers la porte a la forme d'un mur vertical semblable à de l'eau brillante. Un ordre est donné d'y envoyer une sonde. Celle-ci avance sur la rampe, traverse la porte, et disparaît. Ils suivent sur une carte de l'univers le GPS de la sonde qui va de point en point avant de finalement s'arrêter. Lorsque Daniel observe la carte de l'univers, il découvre que la sonde est maintenant localisée dans la galaxie de Killiam. La sonde a traversé l'univers, en seulement quelques secondes. Ils ont découvert une porte qui permet de voyager à travers l'univers. D'un coup, la porte se ferme, et le signal est perdu. Plus tard, ils analysent les images envoyées par la sonde et remarquent que l'autre côté de la porte possède aussi un jeu de chevrons pour les coordonnées, mais celles-ci sont différentes de celles de la Terre. Les analyses montrent également la présence d'oxygène. Ils peuvent y envoyer une équipe de reconnaissance, mais celle-ci n'aurait aucun moyen de retour. Aucun de leurs soldats ne réussirait à déchiffrer les symboles et en retrouver la combinaison pour leur retour. Daniel, témoin de leurs interrogations, se porte volontaire. O'Neill laisse la décision au général West et quitte la pièce. Celui-ci accepte. Plus tard, dans une salle hautement surveillée de la base, sous la porte, West rejoint le colonel O'Neill, qui observe ce qui se cache dans cette salle secrète. En plus de la porte, le docteur Langford a fait en réalité une autre découverte cachée de tous. Une plaque de métal brûlé, recouverte, de figures monstrueuses. Ils craignent que ce soit ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. West rappelle à O'Neill que c'est pour ça que seul lui peut faire cette mission. Le jour du lancement est arrivé. O'Neill et ses hommes sont prêts. Il les avertit que s'ils veulent faire demi-tour, c'est leur dernière chance. Question à laquelle Daniel répond par une crise d'allergie. En secret, il est remis à O'Neill un colis confidentiel par ses supérieurs. Juste avant de partir, Catherine arrête Daniel et souhaite lui offrir son collier représentant l'œil de rat. C'est aussi un vestige du site archéologique et son porte-bonheur. Une fois l'équipe prête, tout le monde se rend dans la salle de la porte, déjà activée. D'abord, un véhicule d'exploration traverse sans problème. On leur confirme qu'il y a une atmosphère respirable. O'Neill, suivi de ses hommes un à un, franchissent la porte sous les yeux des témoins priant pour leur retour. Leurs molécules sont alors téléportées à l'autre bout de l'univers.
À leur réveil, ils se retrouvent dans une salle obscure, y devant une porte des étoiles identique à la leur. Après le passage du dernier soldat, le vortex se referme, les laissant dans le noir. Aidés de leurs fusées éclairantes, ils avancent dans les différents couloirs. Ils découvrent une lumière aveuglante au bout, qu'ils suivent. Ils se retrouvent tous devant une vue hors du commun. Ils sont en plein désert et le bâtiment où ils étaient est une réplique exacte de la pyramide de Gizeh. Et dans le ciel, 2 lunes. Avant d'aller plus loin, O'Neill donne l'ordre à Daniel de retrouver les coordonnées pour leur retour. Après plusieurs recherches, il déclare qu'il aurait dû y avoir une stèle près de la porte des étoiles, comme celle de la Terre ou quelque chose d'écrit, mais dans la pyramide il n'y a rien. Il ne peut les ramener sur Terre sans elle. Sa nonchalance en furieuse les soldats, seule l'intervention d'O'Neill calme la situation. Il ordonne à ce que les équipes installent un campement. À l'abri de tous, O'Neill retourne dans la pyramide. Il ouvre un compartiment caché dans le véhicule, et arme discrètement une bombe devant la porte des étoiles. Pendant ce temps, Daniel, malmené par les soldats, s'éloigne pour ramasser ses affaires balancées par eux pour se venger. Il découvre alors sur le sable des traces de pas. En les suivant, il tombe sur une immense créature extraterrestre, semblable à un bison. Sur son dos, un harnais. La bête est domestiquée. L'arrivée d'O'Neill et d'une partie des soldats effraie l'animal, qui s'emballe alors et fuit, emmenant par accident avec lui Daniel. Le traînant, criant sur des kilomètres poursuivi par les soldats. Au réveil de Jackson, la bête s'est enfin arrêtée. O'Neill et ses hommes le rejoignent et le libèrent. Il repère alors, au-delà d'une dune, une chose surprenante. La planète est dotée d'énormes colonnes rocheuses, et dessus, il découvre des êtres humains, travaillant aux mines. Ils ont l'air d'avoir une technologie archaïque proche de celle du temps des pyramides. Ils vont à leur rencontre et toute la masse se tue devant ces étrangers. Daniel, linguiste de profession, tente de communiquer mais ceux-ci, à la vue de son collier, hurlent un ordre et tous, sans exception s'agenouillent. Ils les craignent, tels des dieux. O'Neill tente de communiquer avec l'un des jeunes villageois prosternés, Skara, mais celui-ci pris de peur, fuit au village. Les soldats analysent les roches extraites. Ce sont les mêmes que celles qui constituent la porte des étoiles. Arrive alors leur chef, Kassouf. Il vient en leur présence, armé d'offrandes. Daniel, tentant d'être amical, lui offre une barre de chocolat qui, après l'avoir goûté, choque les nez. Il les invite alors à son village. O'Neill est réticent, mais Daniel lui rappelle qu'ils doivent les interroger et trouver la combinaison pour le retour. Daniel continue les échanges et tente de comprendre et traduire leur langage. Ils sont alors emmenés à leur cité, une ville ancestrale comme celle disparue il y a des milliers d'années sur Terre. Sur le trajet, Daniel se prend d'affection pour la fille de Kassouf, Shaori. Dans la cité, ils comprennent pourquoi ils ont été accueillis aussi chaleureusement. Les membres de cette planète vénèrent le dieu Ra et prennent Daniel pour lui, à cause de son collier. Les hommes restés à la porte les contactent alors. Ils sont pris dans une immense tempête de sable et vont devoir s'abriter dans la pyramide, pendant qu'O'Neill et le reste de l'équipe devront attendre dans la cité de sable. Le peuple de cette planète est accueillant et absolument pas hostile, confondant les hommes d'O'Neill. Durant le dîner pour leurs hôtes, O'Neill pousse Jackson à les interroger sur les symboles. Étrangement, à chaque fois que Daniel dessine sur le sable, Kassouf plein de peur, efface le dessin. Il leur est absolument interdit d'écrire par leur dieu. Jackson est alors emmené par les aînés du village à sa grande surprise. Il y est lavé, et avec beaucoup de difficultés parvient à s'en débarrasser. À leur départ, Shaori entre. Elle est leur cadeau pour lui, leur dieu. Daniel tente gentiment de la renvoyer, mais lorsqu'il ouvre sa tente, il découvre que Kassouf et d'autres membres du village qui attendent. À la vue de Daniel rejetant leur offrande, la masse s'agite. Pour calmer la situation, il fait semblant d'accepter leur cadeau, et retourne dans la tente avec Shaori. Les deux apprennent à faire connaissance. Ils tentent de communiquer, mais elle aussi a peur de l'écriture. Mais alors qu'il désespère, elle dessine près de son dessin de pyramide, le symbole de la planète Terre. Elle a déjà vu ces dessins. Il la supplie de lui montrer où elle les a vus. Daniel, guidé par Shaori, découvre une grotte qui a été condamnée. Les murs sont pleins de textes et de dessins. Avec l'aide de la villageoise, Daniel apprend leur histoire et leur langue. Pendant ce temps, dans la pyramide où les soldats se sont mis à l'abri de la tempête, une vibration immense se fait sentir, et celle-ci se retrouve englobée dans une lumière gigantesque. À l'extérieur,
un immense vaisseau vient de se poser sur la pyramide, s'emboîtant parfaitement dessus. À l'intérieur, les soldats entendent du bruit dans une pyramide censée être vide. Ils se préparent à une attaque. Malheureusement pour eux, malgré leurs armements, un par un les soldats sont neutralisés. Seules des voix robotiques sont entendues. Ce sont des gardes Goa'uld, des soldats extraterrestres arborant des armures égyptiennes futuristes. Sur leurs casques de combat, le visage du dieu Anubis et Horus. Les soldats humains sont emmenés ensuite dans le vaisseau extraterrestre. À leur réveil, ils sont devant un sarcophage contenant le grand maître alien. O'Neill, guidé par Skara, pour qui il s'est pris d'affection, part à la recherche de Jackson qui a disparu toute la nuit. Il le retrouve dans la grotte avec Shaori. Il a réussi à déchiffrer ce langage vieux de 10 000 ans, et quelle est l'histoire de ces gens? Il raconte qu'il y a 10 millénaires, un voyageur est venu du ciel. Il était mourant et cherchait dans les étoiles un moyen de prolonger sa vie. C'était Ra. Il découvrit notre Terre, qui était encore jeune et pleine de vie. À son arrivée, il remarqua un habitant qui n'avait pas peur de sa venue, et le kidnappa. Là, l'extraterrestre a pris possession de son corps. Tel un parasite. Il pouvait, à l'aide de sa technologie, guérir indéfiniment ce corps et ainsi, échapper à la mort. Il a ensuite pris le contrôle de la Terre, et a régné en maître absolu, mettant tous les humains en esclavage. Via la porte des étoiles, il a également transporté des milliers d'hommes sur d'autres planètes, pour travailler aux mines, et y extraire ce minerai, source de sa technologie. Mais une chose se passa sur Terre. Une révolte des humains contre lui. Viva la Terre. La révolte fit chuter son empire, et Ra fut contraint de fuir. La porte des étoiles fut ensuite enterrée pour empêcher son retour. Sur cette planète, du nom d'Abydos, pour éviter une nouvelle révolte, Ra empêcha l'écriture et la lecture afin qu'ils oublient ce qui s'est passé. Kowalski dans la grotte demande à Daniel de venir. Dans l'un des couloirs, une tablette, comme celle de la Terre avec également des coordonnées. Ils vont donc pouvoir entrer. Non. Le dernier symbole, celui de la planète d'origine, a été détruit par le temps. Sans le symbole d'Abydos, impossible de rentrer. O'Neill débité ordonne aux hommes de prendre leurs affaires. Ils retournent à la pyramide, aux grandes dames de Daniel, qui s'était pris de la belle et captivante Shaori. Leur surprise est immense lorsqu'ils découvrent le gigantesque vaisseau spatial posé sur la pyramide. Ils s'infiltrent discrètement à l'intérieur et constatent qu'une bataille a eu lieu. À leur insu, les jeunes garçons du village les ont suivis, mais, à leur horreur, ils ne sont témoins que de leur massacre par des armes extraterrestres. O'Neill se met à l'abri avec Daniel dans une salle secrète où il avait caché la bombe, mais celle-ci n'est plus là. Daniel découvre avec choc que la mission d'O'Neill n'était pas l'exploration, mais l'anéantissement. Soudain, le téléporteur du vaisseau s'active, et devant eux apparaissent les gardes de Ra. Les deux hommes se rendent. Daniel et O'Neill sont capturés et conduits devant le dieu Ra lui-même, qui se révèle sous des traits humains. O'Neill les surprend, s'empare d'une arme et abat un garde. Daniel est alors touché par un tir ennemi, et meurt sous ses yeux. O'Neill s'apprête alors à en terminer avec Ra, mais celui-ci utilise alors des enfants comme bouclier, ce qui paralyse O'Neill. Il est refait prisonnier, et jeté en cellule avec ses hommes. Il leur annonce la mort de Daniel. Comme si cela ne suffisait pas, Ra envoie ses vaisseaux, dans quel but? Punir les villageois qui ont abrité les terriens, les bombardant sans pitié. La mort et la destruction ne laissent derrière elles que la peur. Lorsque Skara, qui s'amusait à fouiller les affaires des soldats, revient au village, il ne trouve que ruines, cadavres et les larmes de son père. La nuit tombée, Daniel, pourtant mort, revient à la vie. Le sarcophage de Ra peut guérir de tout, même de la mort. Il se réveille dans les quartiers privés du dieu extraterrestre. Celui-ci souhaite une audience personnelle avec le descendant de la planète qui l'a rendu immortel. Grâce à ces nouvelles connaissances, Daniel peut désormais parler leur langue. Ra félicite la Terre, elle a enfin maîtrisé l'atome. Mais il veut la punir de l'avoir bannie. Son plan, renvoyer la bombe à travers la porte, enrichie de Naquadah, le minerai source de sa technologie, ce qui décuplerait son pouvoir destructeur par 100. Il a ressuscité Daniel pour briser l'esprit des villageois. Demain, il l'obligera à exécuter ses propres amis. Mais la révolution est déjà en marche. Shaori montre aux jeunes du village la grotte scellée, et leur raconte ce que Daniel lui a révélé. D'où ils viennent, et l'histoire de leur civilisation. Le lendemain,
Ra réunit tous les villageois pour assister à l'exécution d'O'Neill et de ses soldats. Il tend une arme extraterrestre à Daniel, qui hésite, perdu. Soudain, un faisceau l'éclaire dans la foule. Scarra et les autres sont là, et ils ont ramené leurs armes. Daniel se retourne, et ouvre le feu sur les hommes de Ra, et dans la panique générale, tous fuient avec l'aide des villageois. Dans une planque, les soldats félicitent les villageois, mais pas O'Neill. Alors Daniel leur révèle sa véritable mission. Tuer aveuglement tous les gens de l'autre côté de la porte s'ils détectaient un quelconque danger. Maintenant Ra prévoit de retourner ce plan aux habitants de la Terre dès le lendemain. Ils n'ont plus le choix, ils doivent arrêter Ra avant que sa bombe traverse la porte des étoiles. Durant la nuit, Daniel apprend que selon les coutumes du village, il est marié à Shaori. Il est surpris, mais Shaori est triste, pensant qu'il ne l'aime pas. Daniel lui prouve le contraire, et ce soir-là, ils consomment leur union. Au matin, les villageois, dont Scarra, reprennent l'écriture, un acte précédemment interdit par Ra. Les yeux de Daniel se posent alors sur l'un de ses dessins, une pyramide entourée de 3 lunes. En relisant, il comprend enfin. Il a trouvé le 7e symbole, le symbole de la planète. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Les humains débutent des actions de guérilla pour montrer aux habitants que leurs tyrans sont en réalité de faux dieux. Ils se font passer pour des villageois amenant le Naquada pour la bombe, et parviennent à entrer dans la pyramide, mais sont découverts par les gardes. Ça va ma poule? Les Goa'uld condamnent les portes, ne laissant que Shaori, Daniel et O'Neill prisonniers à l'intérieur. Pendant ce temps, Ra envoie ses vaisseaux pour dompter la rébellion. À l'intérieur, O'Neill, Shaori et Daniel réussissent à tenir tête aux gardes, tandis qu'au dehors, sous la direction du lieutenant Kowalski, les rebelles combattent avec difficulté les vaisseaux volants de Ra. Cependant, O'Neill active la bombe. Il donne pour mission à Daniel de rentrer sur Terre, et de condamner la porte. O'Neill n'avait jamais eu l'intention de revenir sur Terre. Voilà pourquoi il avait été choisi. Mais alors qu'ils baissent leur garde, un soldat de Ra apparaît près d'eux. Il ouvre le feu et tue sur le coup Shaori, la femme que Daniel aime. Pendant ce temps, Ra, furieux, ordonne à son plus fidèle soldat, Anubis, d'envoyer la bombe immédiatement. Le téléporteur arrive, et Daniel, avec le corps de Shaori dans ses bras, dans son désespoir l'emprunte. Il demande à O'Neill de l'attendre. Il est téléporté dans le vaisseau de Ra tandis que, dans la pyramide, O'Neill se retrouve désormais face à Anubis. Un combat féroce éclate entre les deux hommes. Pendant ce temps, Daniel exécute son plan désespéré, et place le corps de Shaori dans le sarcophage de Ra. Après quelques minutes, le corps de celle-ci est guéri. 3 minutes, avant l'explosion de la bombe. Les humains perdent la main. Dehors, Kowalski annonce le cessez-le-feu, et jette les armes face au puissant vaisseau de Ra. O'Neill ne peut vaincre Anubis, et Daniel est surpris par Ra, qui le torture avec ses pouvoirs. O'Neill parvient à reprendre le dessus et plaque Anubis avant d'activer le téléporteur, tuant l'aliéné. Mes respects à Toutankhamon, du con. Par la même occasion, offrant une diversion à Daniel pour fuir, tout en récupérant le collier de Catherine. Dehors, les bonnes nouvelles continuent, alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés, un cri retentit au loin. C'est Kassouf avec l'alliance de tous les peuples de la planète. Des dunes, des milliers d'hommes se ruent sur les soldats de Ra. Encore une fois, le tyran est vaincu. Il ordonne à son vaisseau de partir. Mais une mauvaise nouvelle surgit, Ra a trafiqué la bombe. Une fois activée, elle ne peut plus être arrêtée. C'est alors que Shaori se réveille, et près d'elle repose le corps d'Anubis, avec son gant, le même gant qui actionne le téléporteur. En quinconce, Daniel et O'Neill envoient la bombe à Ra, juste avant qu'il ne puisse fuir, tuant ainsi le faux dieu, et mettant fin à son immortalité. Le film se termine sur nos héros, en joie. Enfin libres. Les soldats rentrent sur Terre avec O'Neill, qui a retrouvé une raison de vivre, surtout grâce à Scarra en qui il reconnaît son fils. Ils rentrent tous sauf Daniel. Il souhaite rester sur Abydos avec Shaori et dit adieu à celui qui est devenu son ami. Il lui demande de remettre le collier à Catherine, lui faisant passer le message qui lui a vraiment porté chance, et le regarde disparaître dans la porte.
J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.